Bonsoir à tous, merci de votre large fidélité au programme de la Fondation Maloa Télévision. Toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous débutons cette grande édition du journal. Très content de vous retrouver. On va commencer par l'actualité. Agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le GSA lève le ton sur le M23 à travers un communiqué publié ce jeudi. Le département d'État américain appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et ordonne tout de même à ces mouvements rebelles de se retirer de l'Est de la République démocratique du Congo. On retrouve les commentaires de Divine Ciel. Le communiqué du département d'État américain, Washington salue le rapport des experts des Nations Unies qui fait état de preuves irréfutables du soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Les USA restent attachés aux efforts diplomatiques menés par l'Afrique, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC. Le communiqué fait également mention de graves violations de droits de l'homme pour le M23. Les USA ont réitéré leur appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Le département américain encourage les autorités congolaises de continuer à s'exprimer pour condamner les discours de haine contre la communauté rwandophone en RDC. On prend cette actualité en bref. Le M23 finalement accepté de se retirer de Runagabo ce jeudi 5 janvier. Dans un communiqué publié hier mercredi, ces mouvements rebelles soutenus par Kigali a déclaré que ce site stratégique sera remis à la disposition de la force régionale de EAC. Ce communiqué intervient après celui de la force régionale parlant du retrait du M23. Les précisions et c'est à suivre dans nos prochaines éditions. On va changer de chapitre à présent dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et Université Moïndo Zangui coupe court aux spéculations de présumé détournement de 42 millions de dollars américains loués. Moïndo Zangui refute les accusations et précise que les travaux ont coûté 17 millions de dollars américains. On va l'écouter pour plus de précisions. On en profite aussi pour donner la vraie information aux Congolais, puisqu'il y en a qui ont la joie d'annoncer des chiffres, sans tenir compte de la réalité. Ceux qui veulent avoir des informations, il faut qu'ils se forment à la source. Les travaux de Bujimaï qui concernent les auditoires, les hommes, l'électricité. Il y aura 35 000 mètres à aménager en termes de terrain, en termes de ceci. Ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné les marchés, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Préfinance les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faites. Pour ce qui concerne par exemple les travaux de l'université de Bujimaï, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total. Et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars. Et c'est des travaux qui sont préfinancés. De la même manière que vous avez vu ici à l'Inikin, un marché qui a été gagné par une entreprise congolaise. Et c'est une fierté pour nous que les gens se forment très bien à la source. Nous sommes très fiers d'avoir dans ce pays des entreprises qui peuvent gagner des marchés, des entreprises qui sont pilotées par des Congolais, qui peuvent gagner des marchés et qui peuvent les exécuter à préfinancement. Ce n'est pas comme tous ces marchés dont vous avez toujours entendu que quelqu'un vient, il prend l'argent, il part avec l'argent. Ici, l'État n'a rien donné, l'entreprise construit, nous met des factures et nous on les valide, ils sont payés. Moi, je m'occupe de faire des infrastructures. Il y a des comités de gestion dans chaque établissement qui va s'occuper du reste. Pour ce qui nous concerne, Fatih Beto m'a demandé, moi, de construire les belles universités, de réhabiliter les hommes et les recteurs vont devoir loger. Ils vont devoir fixer des conditions. Mais je vous dis, aussitôt terminé, nous allons reloger. Et puis l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit avec succès malgré quelques petites difficultés sur le plan technique. Constant fait par le membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante et qui sont en tournée de supervision. L'équipe conduite par Roger Bimboila a surpris un réseau mafieux dans un centre d'inscription. On prend les précisions avec Ania Collet. L'Institut Bimboila est le premier centre visité par l'envoyé du président de la CENI, Denis Kadima.
Ici, Roger Bimwala Mampouya a demandé un réseau de mafieux constitué d'un chef des quartiers, un chef des rues et un policier qui vendait aux requérants n'ayant pas de pièces exigées par la CENI pour se faire enrôler, des cartes que les procédures de la CENI ne connaissent pas. Illégal, il y a un biso, va commander toujours combattre. Il y a le soir, bâti, cop de bon, autour, il y a un centre, il y a inscription. Sur place, ils ont été acheminés au poste des polices les plus proches pour subir la rigueur de la loi. On a soumis pas mais c'est oyo, c'est qu'il y a 2000 francs. Atongo, tangaye, on a une carte d'électeur. Après ça, carte d'électeur, on a une on a ça, on a 2000 francs, on a ça, on a 10 000 francs, on a présence de ces juniors. On a 8 000, on a 2 000 francs. Poursuivant son itinérance au centre Le Pacifique, Roger Bimwala est revenu sur les règles à observer par le membre du centre d'inscription et le requérant. Et puis dans l'actualité, sachez que plus de 45 000 personnes ont assisté aux funérailles du Benoît XVI célébré ce jeudi 5 janvier sur la place Saint-Pierre du Vatican. Le pape François a présidé la cérémonie d'enterrement de son prédécesseur, mort samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. C'est la première fois dans l'église catholique qu'un pape régnant préside le funérail d'un pape ayant renoncé à la charge pétrolière. Les précisions et les détails sont à suivre également dans nos prochaines éditions. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, 64 ans, jour pour jour, depuis que s'était déroulé les émeutes qui ont marqué évidemment l'histoire de la République démocratique du Congo à travers un soulèvement de militants de la BACO et le supporter de la SV Club. Plusieurs Congolais avaient perdu la vie suite à la répression des forces coloniales. Retour sur le fait avec Rite Dinonzei. La journée du 4 janvier 1959 a été marquée par une série d'émeutes et des troubles sociaux qui se sont déroulés à Léopoldville, alors au Congo belge. L'événement a provoqué un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Une frange des Congolais de l'époque, dont les militants du parti politique Abako, fatigués du joug colonial, ont boycotté l'interdiction faite par les autorités coloniales sur la tenue de la manifestation de leur parti politique. Pour réitérer leur opposition aux forces coloniales, Joseph Kasavubu a fait un rassemblement à la place Imka dans la commune de Kalamou où il s'est adressé devant une foule sur les thèmes du nationalisme africain. D'un cran, la violence s'est installée, les Congolais ont commencé à casser et piller les magasins des Blancs, même attaquer certaines missions catholiques. Pour essayer de rétablir l'ordre, les forces coloniales ont réprimé cette manifestation. Ces militaires, dont la plupart étaient des Belges, ont tiré à bout portant sur des Congolais. Même les arrestations ont été enregistrées. La foule, à son tour, avait commencé à lancer des pierres sur la police et s'attaquer à des automobilistes blancs. Ce groupe de manifestants a rejoint par après certains Congolais qui sortaient du stade du 20 mai où s'est déroulée une rencontre entre l'SV Club et la formation sportive Mikado. Selon les estimations de la presse de l'époque, ce sont quelques 35 000 Africains qui se sont retrouvés impliqués dans ces actes de violence. Le responsable du parti Abako, dont Joseph Kasavubu, qui est arrivé sur les lieux, a essayé de renvoyer les manifestants, mais en vain. Les violences commençaient après les refus des manifestants de se disperser. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre exact de victimes n'est pas encore connu, mais au moins 49 personnes auraient perdu la vie. Cet événement malheureux a permis au Congo belge d'obtenir son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960, devenant la République du Congo, Léopoldville. Et puis dans les mêmes ordres d'idées, la Fondation Maloua Télévision vous convie à suivre les témoignages de Madame Aningani. Elle a vécu la journée du 4 janvier 1959 alors qu'elle avait à peine 10 ans. Son message n'a pas été traduit en français. Question de garder l'original de fait, on va l'écouter. En tout cas, ça m'a partout dans la ville. Pour ma gazette, on a vu sur la carte à Kimbangu. Kimbangu, on a portugais. Bon, la ville est là, les Belges, les Portugais, puis les Laka. Mais puis, il y a des gens qui sont là. Bon, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là.
ezalaka na Kimbangu mais na ville pe bayibaki partout oyo bayoki kuna na Kimbangu kuna mobulu ezali kuna bazoyiba oyo bazali pe côté ya ville bapie pe kuna na ville bapiyaki me bato bakufaki okota na yo malamu kobima na yo na biloko na bango ba portugais wana en tout cas oza nango kwa bomayo nde baye kokanga mondele wana ndenge pe tokendeki to bakamati bibembe wana lokwa pe yaki colonel Chachi mutakufaka bakor wana epolaka makasi obalibi avant to bakunda bakor wana il faut colonel Chachi bakunda ye nano après bazwa bato wana bake kokunda bango nde elaka lundi mardi nde bibembe epolaka makasi bango nyonso to bakundamaka awa na Kimbangiste na cimetière oyo ya Maputo wana batiaka bango nyonso to biso na lero wana pe totanga toyeba ntango tozalaki bana mike fo bozala mpe na mwana epo kotalaka boyebaka nini bana topekisaka bana me biso mpe nyonso touti kaka na etape wana batie bango nyonso na clôture 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 ya nani ya sima ya clôture ya nani te me bakamati lekwa nani bazinga bango na chaîne bakomi ce sont des voleurs ndenge nga na vivraka yango wana mpona le 4 janvier wana na 10 ans. En santé, nous allons parler de l'hépatite. Cette maladie de la population n'a pas assez d'informations. Comment prévenir l'hépatite et quels en sont les symptômes? Le docteur Chamala nous explique au micro d'Elvis Métier et Torres Atibo. Bon, il y a le diagnostic clinique. Le diagnostic clinique consiste à partir de la contamination, après quelques temps, on va présenter de la fièvre, de l'ictère, jaunisse, et après une fatigue intense, de l'asthénie. Voilà les 3 phases par lesquelles celui qui fait une crise aiguë va passer, et c'est le cas de plus ou moins 80% de personnes. Parce que 20% de personnes vont aller vers la chronicité. Et donc la maladie va entrer en maquis, si je peux dire, et va rester en vous pendant plusieurs années et ne va apparaître qu'avec des complications comme la cirrhose, comme les cancers du foie. Et donc il est très important de se faire dépister d'ici 2030 pour pouvoir éradiquer la menace des hépatites. Bon, pour la population, je dis qu'il faut absolument pouvoir adhérer à la politique nationale qui est mise en place, c'est celle de se faire dépister. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, si vous vous faites dépister, il est possible de trouver le moyen de vous traiter. Au gouvernement, il faut absolument qu'on mette en place cette couverture santé universelle parce que ça va faciliter l'accès aux soins à la population et souvent ce slogan qui est très beau, le peuple d'abord. Un mot des sociétés à présent dans ce journal. En société, sachez que les habitants du quartier Mujinga sont exposés aux dangers dû à un ravin qui a déjà englouti plusieurs maisons et quelques avenues. Après chaque pluie, le ravin s'élargit et occasionne en tout cas plusieurs dégâts. On va prendre les précisions à travers ces reportages de Divine Siala et Torres Atibo. Cette érosion a déjà englouti plusieurs maisons. Quand il pleut, c'est la peur qui envahit l'esprit de la population. Et quand la pluie tombe la nuit, c'est la panique générale. Les pluies ont commencé, ça sera difficile pour nous. Nos maisons sont parties. Les gens qui devraient travailler pour nous ici nous ont abandonnés. Le gouvernement doit trouver une solution. C'est déjà la saison de pluie, nous ne sommes plus tranquilles, nous souffrons. Nous sommes très contents de vous voir, que Dieu aide le gouvernement à trouver au plus vite une solution.
Certes, les travaux visant à maîtriser cette érosion étaient lancés, mais n'ont jamais connu des suites ou d'issues. La population s'est décidée de se prendre en charge. Ils ont commencé à Madimba, puis Loya et Kintwidi. Ils se sont arrêtés à Kivunda. Depuis leur départ, nous souffrons. Lorsqu'il pleut, je suis obligé de descendre pour frayer un chemin pour que l'eau passe. Au regard de ces tableaux sombres, le danger n'est visiblement pas loin de la population. Et on va terminer en sport. La liste des léopards à prime convoqués pour la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations est connue depuis le lundi dernier via une conférence de presse animée par les sélectionneurs nationaux. Otis Ngoma, je vais citer, retour sur cette liste des Congolais qui vont en tout cas représenter le pays lors du prochain CHAN Algérie. C'était dans l'après-midi de ce lundi 2 janvier 2023 au siège de la Fédération congolaise de football association. Les sélectionneurs principaux des léopards locaux, je cite, Otis Ngoma Kondi a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste de joueurs sélectionnés en vue de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Comme l'avait si bien expliqué les staffs techniques via l'organe technique du football congolais, 28 joueurs ont été retenus. Il s'agit de 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 9 attaquants. Voici rapidement la liste des joueurs sélectionnés par Otis Ngoma. Côté gardien, nous avons Siaidi Badjo, Hervé Lomboto et Yves Moukoua. Côté défenseur, Joyce Mapeko, l'expérimenté capitaine de l'équipe, Mavungu Arnold, Ernest Luzolo, Bakay Saka, Kevin Mondeke, Patou Ebunga Simbi, Mukeba Kalaba, Fungi Mangemba et Iyoko Iyembe. Milieu de terrain, Peter Mutumonsi, Zemanga Sose, Mika Miché, Mira Kalanji, Kika Samerveille, Onoya Sangama, Pia Nzengeli. Et côté attaquant pour finir, Bola Lobota, Kintumbi Philippe, Pandu, Eric Kabwe, Obed Mayamba, Boueni Foktuna, Makusu Mundele, Ikalombo Jonathan et Boussou Njali. Aussi dans le même cadre, le patron du staff technique de l'Opara Prime a confirmé la présence de 3 autres joueurs, à savoir Gerson Lunanga, Orso Mwaku et Ndonga Laliwa parmi les réservistes. Rappelons que cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier prochain jusqu'au 14 février avec les RDC qui participent avec un record de nombre de participations. La FM Télévision va vous aider justement à vivre cette 7e édition du CHAN. C'est par cette note sportive que nous mettons terme à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi.